Il est 7h à Kinshasa. Bienvenue à ce journal sur Télé 50. La Cour constitutionnelle juge institutionnelle la loi organique sur la Caisse nationale de péréquation, dont certaines de ses dispositions, et leur donne par conséquent le réexamen de cette loi au niveau du Parlement. Une décision qui, selon certains observateurs, marquerait à la fois l'indépendance et la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Le débat autour de cette loi a été houleux, aussi bien au niveau du Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Elle avait été finalement adoptée dimanche 14 juin 2015. Cette loi a pour but de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. La loi sur la Caisse nationale de péréquation a été prévue par la Constitution au regard du déséquilibre naturel des potentialités que regorge chacune des provinces. Pour assurer un développement harmonieux de toutes les provinces, il a paru nécessaire qu'il y ait un montant qui soit redistribué aux provinces défavorisées, dont le fonds pour le fonctionnement doit prévenir des 10% des recettes à caractère national. Contrairement à l'Assemblée nationale, qui avait confié la tutelle de cette caisse au ministère de la décentralisation, le Sénat l'a confié au gouvernement. Pour la Chambre haute, étant donné que la matière est transversale, la tutelle incombe au Premier ministre. Les amendements apportés par la Chambre haute du Parlement avaient essentiellement apporté à l'équilibre des budgets des provinces par une quotité qui viendrait de la Caisse nationale de péréquation financée par le pouvoir central dans son budget de développement. Après son adoption au Sénat, il y a seulement quelques mois, la Cour constitutionnelle qui vient en remplacement de la Cour suprême de justice la juge inconstitutionnelle spécialement en ses articles clés et ordonne qu'elle soit réexaminée. Une décision bien accueillie par certains observateurs et qui tombe au moment où d'autres mettent en cause l'indépendance de cette Cour. À la primature, le chef du gouvernement s'est entretenu avec la représentante de l'UNFPA, cette organisation des Nations Unies qui s'occupe de la population représentée par Diena Keita, a au cours de cet entretien avec Matata Ponyo parlé de l'agenda du développement de la RDC, surtout en matière de la population. Vous allez bien? Très bien, merci. Je viens d'avoir le privilège d'être reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons parlé de l'agenda du développement de la RDC en matière de population. Alors nous avons parlé de la session du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la population qui va se tenir à la fin du mois à New York. Au cours de quel conseil d'administration, il y aura une session spéciale sur la RDC, sur les succès et les acquis du développement de la RDC et également les défis qu'il lui reste à affronter afin réellement de parvenir au développement humain durable. Aujourd'hui, c'est le 19 août. Et vous connaissez l'historique de cela, c'est après l'attaque qui a eu lieu à nos bureaux en Irak il y a bien longtemps. Et on a perdu beaucoup de nos collègues. L'apport de UNFPA à cela rentre exactement dans le contexte actuel d'une RDC qui a réussi sa stabilisation macroéconomique et qui doit maintenant travailler sur la transformation économique et sociale afin de bénéficier du dividende démographique. Nous, UNFPA, dans notre composante humanitaire, nous travaillons sous le cluster protection et dans le cluster santé avec les autres collègues du système des Nations Unies pour porter assistance aux femmes, aux enfants, aux jeunes et adolescents pour les questions de violence et des questions basées, comme on appelle, sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Le 35e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'est clôturé depuis mardi dernier à Gaborone, au Botswana, sous le thème accélération de l'industrialisation des économies par le biais de la transformation des ressources naturelles et l'amélioration du capital humain. Dans le communiqué final, le sommet de Gaborone a salué les efforts dans le sens de la paix et de la stabilité à Madagascar ainsi qu'en RDC. Les travaux du 35e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe s'inscrivaient dans la ligne de l'industrialisation tout en mettant un accent sur les ressources naturelles et l'amélioration des compétences locales. Dans le communiqué final, le sommet a noté la mise en œuvre de la stratégie et la feuille de route de l'industrialisation pour la période 2015-2063. Le volet sécuritaire a été également à l'ordre du jour. Et le sommet a salué les avancées sur le plan sécuritaire et politique en RDC, à Madagascar,
ainsi qu'au Lesotho. Et concernant la République démocratique du Congo, dont le chef de l'État Joseph Kabila s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, la SADC a noté et salué le renforcement de capacités opérationnelles des FARDC et le besoin de soutenir la réduction graduelle de troupes de la MONUSCO. Le sommet a également exhorté la communauté internationale de soutenir l'administration des camps de transit dans la RDC et de faciliter le rapatriement au Rwanda des ex-combattants déjà désarmés ou la réinsertion dans un tiers pays. Le sommet a félicité le gouvernement de la RDC pour son engagement de mettre en œuvre la déclaration de Nairobi. Face au danger du terrorisme, le sommet de Gaborone a noté que la région a besoin d'une approche commune afin de prévenir ces actes tout en approuvant la stratégie régionale. Le 36e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC se tiendra en août 2016 au Swaziland. Le Botswana, qui vient de prendre la présidence de l'organisation sous-régionale, passera ainsi le bâton au royaume de Ntswati III. Environnement dans ce journal, je le disais au sommaire, Joseph Kabila vient de déposer au secrétariat général de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique la contribution prévue déterminée de la RDC, relevant ainsi les attentes du pays à la COP 21 à Paris, une contribution nationale qui porte sur une période de 2021 à 2030 et qui couvre deux aspects complémentaires du changement climatique, à savoir l'adaptation et l'atténuation. Plus de détails dans cet élément. Annoncé pour le 15 août, pendant qu'il recevait en juillet dernier le vice-président de la Commission européenne à Kinshasa, Joseph Kabila vient de déposer la contribution nationale prévue déterminée de la République démocratique du Congo à la 21e conférence sur le climat. Une contribution très ambitieuse dont l'effort mondial d'atténuation est conditionné par l'accompagnement de la vision de développement vers l'émergence du pays à l'horizon 2030. Elle s'articule autour de deux aspects complémentaires de changement climatique, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Concernant l'atténuation, la RDC se dit prête à réduire d'ici 2030 17% de ses émissions de gaz à effet de serre, représentant environ 77 millions de tonnes équivalent CO2. Mais à cela s'oppose un préalable. La RDC a besoin d'un financement d'environ 21 milliards de dollars américains, dont 12 pour mettre en œuvre les initiatives d'atténuation prévues et 9 pour les mesures d'adaptation. Dans ce plan, 3 secteurs ont été estimés plus importants, à savoir l'agriculture, les forêts et l'énergie. Les initiatives portent notamment sur le renforcement du stock carbone, l'amélioration de la filière bois-énergie, l'hydroélectrification, l'amélioration du transport, la sédentarisation agricole, le développement de l'agriculture intensive et l'agro-industrie. Donc visiblement, la RDC est fort déterminée à transformer son immense richesse floristique en un vrai moteur de développement. Et en effet, le plan est donné, mais tout devrait se définir d'ici décembre lors de la déterminante conférence sur le climat à Paris. Écho des partis politiques, plus de 400 jeunes adhèrent au PPRD. La cérémonie a eu lieu hier mercredi au siège du parti. Venus de la municipalité d'Ongaliema, tous se sont fait photographier pour des nouvelles cartes qui leur ont été livrées à l'immédiat. Pour ces jeunes, l'heure ne plus à la passivité et adhérer à ce parti est une manière de soutenir la vision du chef de l'État Joseph Kabila. Et en plus de ces jeunes, une délégation de membres de ce parti résidant en Angola est venue exprès pour accueillir les nouvelles cartes du PPRD. Ils sont plus d'une centaine à franchir les barrières du siège du PPRD à Kinshasa. Ces jeunes viennent d'adhérer à une vision, une idéologie qu'incarne Joseph Kabila Kabange. On a été ensemble avec les CG Henri Mouvassa Kanissé qui nous avait donné comme projet. Ça m'avait vraiment intéressé. C'est pourquoi je m'étais dit, le moment est là. Nous qui sommes jeunes, c'est le moment de chercher, de trouver un parti. Le parti que moi j'ai trouvé, c'est le PPRD. Pour cela, ils se font photographier sans distinction, comme les anciens membres, pour marquer leur fidélité à ce parti. Je suis venu assurer ma filiation politique. Je suis venu m'identifier comme membre à part entière de mon parti, le PPRD. C'est là qu'il y en est le témoignage, n'est-ce pas? Et afin que d'aucun ne l'ignore, j'exhibe ma carte.
Monsieur le directeur, par rapport à l'initiative, un petit mot. Une nouvelle carte plus solide qui permettra aux partis d'avoir une banque de données et qui pourrait porter appui à l'identification de la population. Nous avons voulu sortir des cartes qui ont une valeur professionnelle. Parce qu'avec ces cartes-là, directement le membre est identifié dans la machine. Et nous pouvons savoir combien de membres nous avons à Kinshasa, combien de membres nous avons à Kassongo, combien de membres... En plus de ces 400 nouveaux membres, une délégation d'anciens membres venus d'Angola a effectué la même démarche. En Centrafrique, encore des accusations de viol. Une semaine après le renvoi du chef de la MINUSCA, Babacar Gaye, 3 soldats de la mission des Nations Unies en Centrafrique sont accusés d'avoir violé 3 jeunes femmes. Ces viols présumés auraient été commis dans la ville de Bombari, au nord-est de Bangui, alors que le contingent de la MINUSCA s'est trouvé en mission. Parmi les victimes figure une mineure. Le pays dont les soldats sont originaires ont été informés par les Nations Unies. Il doit dans un délai de 10 jours, indiquer s'il a l'intention d'enquêter. Et si le pays répond par la négative, c'est l'ONU qui mènera sa propre enquête. Et puis au Libéria, lutte contre Ebola, le pays est à 36 jours dans le compte à rebours pour l'éradication de l'épidémie. Annonce du chef du système de gestion des incidents. Et cela signifie que le Libéria va terminer le compte à rebours de 42 jours, soit le 28 août, date à laquelle il devra être à nouveau déclaré débarrassé de la fièvre hémorragique à virus Ebola par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'est de relever que la Sierra Leone n'a signalé aucun cas, tandis qu'en Guinée, 2 cas ont été signalés la semaine dernière, ce qui est une bonne nouvelle pour le Libéria. On revient en République démocratique du Congo pour parler sport, plus précisément Super Coupe de Kinshasa. Demain vendredi, la finale se jouera entre AC Oujana et AS Dragon Bilima au stade Tata Raphaël. Hier mercredi, pour le compte de demi-finale, AC Oujana de la Tchangou s'est qualifié en écrasant AC Kouya de Lipopo au tir au but 4-3. Au temps réglementaire, le score était de parité d'un but. Dans l'autre demi-finale, AS Dragon Bilima, champion de l'EPFKIN, a validé son ticket en finale en dominant le FC San Malanda de Kilimani sur le score de 3-1. Et puis, cette page noire, l'honorable Kodia Sassou annonce aux amis et connaissances le décès de son unique petite sœur, Vivi Emeraude Kaniki, survenue hier mercredi de suite d'un arrêt cardiaque aux cliniques Ngaliema à Kinshasa. Jean-Marie Kassamba et toute l'équipe d'Espace 50 présentent donc ses condoléances. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans moins d'une heure, retrouvez de nouveaux titres d'actualité sur Télé 50.